Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous pour cette innovation, ce premier test, ce premier cours sur Twitch. Je ne sais pas si on est les premiers à faire ça en Belgique, mais en tout cas, on va tenter d'essuyer les plâtres aujourd'hui. Et on a la chance d'avoir pour cela avec nous Amaury Capras, qui est le directeur de l'IEV, l'Institut Émile Van de Velde, qui est attaché au PS. Et on aura l'occasion de parler de toute une série de sujets déjà évoqués dans le cours, notamment la place des partis politiques en Belgique, les travailleurs de l'ombre en politique. Donc on a effectivement la possibilité de poser des questions grâce à cette interface aussi. Donc n'hésitez pas à nous interrompre. Il y a un petit délai de 15 secondes, donc si on ne vous répond pas directement, c'est normal. Alors on va se rapprocher. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous donner des petites indications et nous aider avec cette première. Donc j'espère que vous m'entendez mieux maintenant. Voilà. Donc d'abord merci beaucoup Amaury d'être avec nous. Bonjour à tous et merci. Voilà. Oui, on garde les masques, sinon Monsieur Van Latten nous grondera. Et donc la première chose peut-être qu'on pourrait faire, c'est de présenter un petit peu l'IEV, Oui. nous expliquer un petit peu d'où tu viens également, quel est ton parcours pour comprendre aussi dans ces métiers de la politique, comment on devient directeur de l'IEV, qui est on pourrait appeler ça un think tank, un centre de réflexion politique. Et je ne sais pas si tous les partis politiques disposent d'un centre de réflexion, mais c'est aussi peut-être l'occasion de parler de ce rôle-là. Donc la parole est à toi. Très bien, merci encore Nicolas pour l'invitation aujourd'hui. Donc peut-être un petit mot de présentation tout d'abord avant de parler de l'Institut Émile Van der Velde. Donc je m'appelle Amaury Capras, j'ai 35 ans. De formation je suis ingénieur civil. Donc voilà, on dit que les études d'ingénieur mènent souvent à tout, et donc c'est le cas pour moi puisque finalement j'ai un parcours qui m'a mené d'abord dans le secteur privé pendant quelques années et puis dans le secteur public. Fin 2011, début 2012, alors je pense que les étudiants en deuxième année là, ne se souviennent plus forcément de la crise politique qu'on a connue il y a 10 ans, mais c'était les fameux 500 jours de crise sans gouvernement à l'époque de la fameuse 6e réforme de l'État. Et donc c'est à l'issue de ces 500 jours que finalement moi qui étais finalement pas affilié à un parti politique particulièrement, qui avait quelques années d'expérience, j'ai postulé pour rejoindre à l'époque ce qu'on appelle un cabinet ministériel. Et on pourra peut-être revenir dans quelques instants sur comment fonctionnent justement les cabinets ministériels. Et donc j'ai travaillé d'abord au gouvernement fédéral pendant quelques années pour Paul Magnette à l'époque, qui était ministre des entreprises publiques. J'ai été par la suite candidat aux élections européennes en 2014. J'ai travaillé pendant quelques années à la région Wallonne, à Namur, et puis revenu 2 ans dans le secteur privé pour ensuite faire une succession de postes depuis 2019. D'abord à la région Wallonne, où je me suis beaucoup occupé de la crise Covid, donc de mars 2020 à septembre 2020. Quelques mois au gouvernement fédéral, comme chef de cabinet de Thomas Dermine, qui est secrétaire d'État à la relance et aux investissements stratégiques. Et donc depuis 4 mois seulement, directeur de l'Institut Émile Van der Velde. Peut-être un petit mot justement sur l'Institut en lui-même. Donc, comme tu le disais, Nicolas, l'IEV, c'est un peu un think tank, donc un institut d'études politiques qui est rattaché à un parti, ici le PS en l'occurrence. D'autres partis ont également des bureaux d'études. Je pense par exemple au MR, qui a le centre Jean Gol, ou Etopia côté écolo, qui est également le centre Jacques Moral en fait. Et donc l'Institut Émile Van der Velde, c'est finalement une SBL, donc le droit privé, mais rattaché au Parti socialiste. Et elle a différents grands rôles. D'abord, comme son nom l'indique, un think tank, donc on produit finalement des idées de type progressiste, parce qu'évidemment, proche des valeurs du Parti socialiste. On a une équipe d'une dizaine de personnes qui font cela et qui se répartissent des matières entre eux en fonction des affinités, tantôt les affaires sociales, les matières économiques, le climat et l'environnement par exemple. Un deuxième grand rôle qui est celui de la coordination politique. Et on pourra revenir finalement sur comment le parti interagit avec les différents niveaux de pouvoir. Et donc aujourd'hui, par exemple, le PS est présent au gouvernement fédéral, à la région bruxelloise, la région wallonne, la fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté germanophone. Et donc bien sûr, il faut coordonner l'ensemble de l'action à ces différents niveaux de pouvoir. Et puis un troisième rôle, qui est un rôle un peu on va dire, de support à l'action militante. En tout cas, le Parti socialiste est certainement un parti de militants. On a plusieurs dizaines de milliers. Donc il est très important pour le bureau d'études politiques de faire le lien finalement avec ceux qui sont la base du parti et apporter une forme de,
d'excitation intellectuelle, en tout cas de faire partager finalement ce qu'est gouverner avec l'ensemble des militants et des sympathisants du parti. Et est-ce que finalement le parti vient vers le centre avec des demandes particulières, des demandes d'expertise par exemple est-ce que c'est ce type des rapports éventuellement qui vous sont demandés? Exactement. Donc au niveau de la production d'idées, c'est vrai que nous sommes un centre de ce qu'on appelle de l'éducation permanente. Donc on a cette vocation d'éduquer les gens tout au long de leur vie en quelque sorte. Et donc on produit des notes d'éducation permanente qui vont entre 3 et 15 ou 20 pages sur tous les sujets possibles, mais aussi au quotidien, évidemment, on répond à l'ensemble des questions qui viennent du parti ou de l'extérieur, de la presse par exemple, qui nous demande de manière très concrète quelle est la position du Parti socialiste sur tel ou tel sujet. Et tout ça, évidemment, se fait en interaction étroite avec l'organisation en tant que telle du parti. Alors justement, c'est peut-être le moment de parler de ces partis politiques. On sait qu'en Belgique, ils sont très puissants, hein, donc il y a un rôle quand même clé dans le système politique belge, et c'est aussi un point qu'on a abordé dans le cours notamment. Hein, donc, quel est leur rôle réellement et quelle est leur nature dans le système politique? C'est une question intéressante en effet, parce que donc, je pense que les étudiants ont eu un cours de droit constitutionnel et donc ils ont certainement vu dans ce cadre le rôle de l'ensemble des différentes institutions en Belgique, le roi, les gouvernements, les parlements, les ministres, mais c'est vrai qu'on ne retrouve nulle part la notion de parti politique dans la constitution belge en particulier. Et donc les partis politiques, pour la plupart, je pense, sont des associations de fait, qui sont finalement des regroupements de personnes autour de certaines valeurs communes, qui sont liés eux-mêmes, ces partis, avec des différentes associations ASBL, c'est le cas par exemple de l'IEV, le bureau d'études du Parti socialiste, mais ils n'ont pas vraiment d'existence juridique et légale. Bien sûr, il y a toute une série de règles qui s'appliquent à eux, notamment en termes de transparence financière par exemple, ou en termes de règles lors des campagnes électorales, mais ils n'ont pas d'existence juridique. J'ai envie de dire, ils sont finalement la conséquence d'un besoin, je pense, de volonté, de forme d'efficacité démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a, prenons par exemple, 6 gouvernements en Belgique, et donc 6 parlements. S'il n'y avait pas des partis politiques clairement identifiés, on aurait des dizaines ou des centaines de parlementaires qui proposeraient potentiellement des propositions de loi de manière pas forcément très claire. On aurait également des citoyens qui se retrouveraient le jour des élections à voter pour des individus sans forcément comprendre l'ensemble des valeurs qu'ils défendent. Et donc l'intérêt des partis au minimum, c'est de définir une forme de set de valeurs communes. Et finalement, une personne, un électeur qui se dit, voilà, je vais voter pour tel candidat qui est affilié à tel parti, sans forcément avoir lu l'ensemble de ses déclarations politiques des 10 dernières années, peut comprendre finalement quelles sont les valeurs que cette personne va défendre une fois qu'elle sera élue. Donc ça, c'est quand même un des avantages. Alors on le voit évidemment. En Belgique, on a des partis, et on a des partis politiques finalement dans l'ensemble des pays du monde, et c'est une tradition qui remonte, j'ai envie de dire presque à la Grèce antique, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, Périclès et les autres, déjà à l'époque romaine, on avait des formes de partis politiques avec une forme de contradiction qui existait entre différentes valeurs, et donc on est en fait en quelque sorte la continuation de ce mode de gestion finalement de la chose publique, la res publica, qui existe maintenant depuis 2000 ou 2500 ans. Avec peut-être côté belge en particulier, une forme d'évolution historique, avec des partis qui existaient avant d'autres, certainement. Donc si on prend même la fondation de la Belgique 1830, les grandes tendances, les grandes familles politiques à l'époque, c'était les catholiques et les libéraux. On a une même constitution belge de 1830 qui est fortement inspirée par la pensée libérale de l'époque. Puis courant fin 19e siècle, début 20e, l'émergence des mouvements sociaux et socialistes, dans le cadre évidemment de ce qui s'appelait à l'époque une forme de lutte des classes certainement entre les dirigeants et les dirigés, en particulier la classe ouvrière qui a acquis des droits au cours du XXe siècle de plus en plus importants grâce à l'émergence de ces mouvements sociaux. Et puis dans la seconde moitié du XXe siècle, je dirais années 60-70, l'émergence du mouvement écologiste, qui est le mouvement écolo-groen aujourd'hui tel qu'on les connaît, pour les grandes familles politiques en tout cas. Et le nationalisme flamand également. Alors bien sûr, le nationalisme flamand, lui, a émergé un peu en même temps, en fait, en tout cas le mouvement flamand historique, un peu en même temps que les luttes sociales au début du XXe siècle, parce qu'il y avait une forme de classe dirigeante francophone
sur l'ensemble du territoire, qui niait en quelque sorte l'existence même de la culture flamande. La constitution belge, initialement en tout cas, il y avait une langue nationale en Belgique, c'était le français. Le néerlandais n'était pas la langue officielle, elle ne l'est devenue finalement que courant du XXe siècle. Et donc ce mouvement flamand nationaliste a émergé avec des hauts débats. Il a évidemment connu des essors importants, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, il y a eu, je ne vais pas le lier directement, mais en tout cas certainement une forme de volonté poussée de s'affranchir aussi de la tutelle belge à l'époque, et donc un mouvement qui aujourd'hui reste très important en Flandre. Tout à fait. Et alors, justement, c'est donc la Belgique qui est pilarisée, hein, c'est un phénomène qu'on a également évoqué dans notre cours. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on retrouve dans d'autres pays. Les Pays-Bas aussi ont une histoire similaire, hein, la Verzuiling, hein, les piliers. Mais est-ce que justement, le paysage, est-ce que ce paysage politique tel que tu le décris correspond encore à la réalité, j'allais dire, des engagements des individus aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que les valeurs qu'on retrouve dans la société se retrouvent aussi dans tous les partis politiques? Est-ce qu'il y a une sorte de famille politique à laquelle chaque Belge peut se rattacher? Ou est-ce qu'on a des ajustements qui se font avec le temps, c'est-à-dire peut-être l'évolution pas seulement du programme, mais peut-être des valeurs même du parti? On sait que la plupart des partis politiques sont passés par une sorte d'aggiornamento, donc même récemment encore, que ce soit d'autres partis politiques, des formations comme le CDH ou d'autres qui ont réfléchi un petit peu à leur ADN. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui concerne le Parti socialiste, qui semble quand même relativement stable dans ce paysage politique, qui tient au terme socialiste? On a vu que les Flamands étaient passés à autre chose, hein, donc le SPA est passé à une autre marque, hein, donc on parle de Vooruit. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui fait encore sens, hein? Tu parles de cette histoire, de ce long cheminement depuis le 19e siècle, ou est-ce qu'on est obligé de reconfigurer un petit peu ce paysage mental, cet imaginaire politique aujourd'hui? Je pense que tout évolue, donc il y a des piliers historiques qui demeurent encore aujourd'hui, mais dont les limites peut-être tendent à s'effacer avec le temps. Je prends par exemple la question de l'enseignement. Aujourd'hui, on avait un pilier historique catholique, un pilier l'enseignement officiel non catholique. On voit de plus en plus de gens aujourd'hui qui sont cathos ou pas cathos, qui mettent leurs enfants dans les écoles en fonction de leur convenance, par exemple. Pareil finalement pour les mutuelles aussi. Mais je pense que malgré tout, des valeurs importantes demeurent, et des valeurs qui évoluent aussi avec le temps. Prenons par exemple le cas que je connais bien, celui de la famille socialiste. C'est clair qu'on s'inscrit dans un mouvement historique qui était celui de la lutte des classes, qui a été créé au XXe siècle, mais qui ne prend plus la même forme aujourd'hui. Ouais. On le voit, le monde, l'économie globalisée telle qu'on la connaît aujourd'hui, a évidemment énormément d'avantages, mais crée également de grandes difficultés, des inégalités sociales de plus en plus importantes. On a de nombreux débats qui existent, notamment sur le statut de l'économie de plateforme, par exemple. On a aujourd'hui de personnes qui sont, alors évidemment, pas parler d'esclavage, ce serait un mot trop fort, mais en tout cas qui ont des conditions sociales qui sont complètement inégalitaires et inacceptables aujourd'hui. Dans d'autres types de secteurs, prenons la construction par exemple, on a une série de personnes, la question des travailleurs détachés par exemple, ce sont des gens qui sont payés au lance-pierre parce que leurs conditions de travail ne sont pas aussi protégées que d'autres personnes aujourd'hui. Et donc on a finalement une forme des valeurs clés, que je dirais par exemple la solidarité, l'égalité, la justice et les libertés fondamentales et individuelles, qui elles demeurent des fondements, mais qui évoluent finalement au cours du temps, au fur et à mesure de l'évolution de la société. Par exemple, un exemple qu'on connaît bien depuis le début des années 2000, la question des droits des LGBT, par exemple. Le Parti socialiste avait été un des premiers défenseurs de ces droits. Ils sont aujourd'hui acquis dans la société. Ils sont devenus finalement, partagés, je pense, par l'ensemble des partis politiques. Mais c'est vrai que certains partis, plutôt que d'autres, en effet, se posent comme peut-être, en effet, des défenseurs plus importants que d'autres à certains moments. Je prends par exemple la question écologiste aussi, qui, il faut le reconnaître, a été fortement poussée dans les années 70, 80, 90 par le parti écolo. On se rend compte aujourd'hui que ces enjeux climatiques sont essentiels, et tous les partis, à des degrés divers certes, mais se rendent compte qu'on a un besoin d'avancer dans une transition énergétique écologique pour atteindre notamment la neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors pour en venir maintenant justement à la structure d'un parti politique, je te laisse peut-être voir. Oui, volontiers. C'est vrai qu'on a... on a donc parlé du rôle de ce laboratoire d'idées que représente l'IEV, mais bon, finalement,
Comment se structure aujourd'hui un parti politique en Belgique? On sait que la Belgique est divisée, hein. On a parlé des partis qui défendent peut-être les mêmes valeurs, mais qui répondent à d'autres logiques d'organisation au nord du pays. Comment se structure un parti politique? Et puis, pour prendre l'exemple du PS, bien sûr, il y a bien sûr la présidence, il y a l'IEV, il y a le travail dans les cabinets. Comment ce paquebot fonctionne aujourd'hui? Oui, c'est ça. Donc, je dirais qu'en fait, finalement, au niveau des partis politiques, il y a une structure qui est souvent centralisée, qui est l'organisation même du parti. Et puis, il y a l'ensemble de l'organisation décentralisée. Je viendrai dans un instant, par exemple, les fédérations, les sections locales au niveau du Parti socialiste. Si on aborde dans un premier temps, donc, le premier volet, finalement, le parti central, ce qu'au Parti socialiste, on appelle finalement le boulevard de l'Empereur, hein, puisque c'est finalement l'endroit où nous sommes situés dans le centre-ville. Il y a évidemment le président du parti qui est identifié, Paul Magnette, en l'occurrence ici dans le cas du PS. Il y a un secrétariat général qui, lui, gère l'ensemble des relations, comment dire, oui, la mécanique en tant que telle du parti, donc avec les fédérations qui sont comment dire, éparpillées géographiquement en Wallonie et à Bruxelles, et puis les sections locales, souvent à l'échelle de la commune, qui est finalement le plus petit niveau de l'action militante au niveau des communes. Ce secrétariat général, constitué chez nous en fait une quinzaine de personnes, interagit évidemment avec les différentes fédérations du parti, une grosse quinzaine chez nous, qui sont elles-mêmes des ASBL, constituées chaque fois de quelques personnes, les principaux élus, leur secrétariat et les équipes de communication. Ensuite, l'IEV, on est déjà revenu dessus, donc dans notre cas, une quinzaine de personnes, dont une grosse dizaine de conseillers qui traitent l'ensemble des différentes matières, des compétences finalement possibles en lien avec la gestion publique. Et puis, troisième élément, ou quatrième ici en l'occurrence, une équipe de communication, dans le cas du Parti socialiste de manière centralisée, aussi entre 10 et 15 personnes plus ou moins, qui gèrent la communication générale du parti. Ces différentes entités, évidemment, interagissent entre elles de manière quotidienne. Par exemple, prenons le cas de l'IEV, par exemple, qui veut faire des propositions en matière de réforme fiscale, par exemple. C'est un sujet qui va revenir d'ici quelques années. On élabore finalement des positions et puis on les communique via la cellule com de manière large, que ce soit sur les réseaux sociaux, via une carte blanche du président, via une interview ou autre, de manière structurée, un peu dans un processus, un peu ma casquette d'ingénieur finalement, on définit un petit peu les processus de partage, de définition des idées, de validation en interne et puis de partage vers l'extérieur. Ça c'est pour, on va dire, le volet centralisé. Et puis évidemment, il y a au niveau d'un parti, et c'est le cas dans les autres partis aussi, une série d'organisations qui existent au niveau des parlements. Il y a des groupes parlementaires constitués des différents députés, et ces groupes parlementaires s'attachent en effet aussi les services de quelques collaborateurs parlementaires. Il y a ensuite évidemment les ministres. Quand les partis participent finalement à un gouvernement, voilà, des ministres sont nommés et ces ministres ont des cabinets. Et dans les plus gros cabinets, je prends par exemple des ministres-présidents ou des vice-premiers ministres, on a parfois plusieurs dizaines de collaborateurs, conseillers, communication, secrétariat dans ces différents cabinets. Et puis au niveau local, je le citais tout à l'heure, les fédérations et les sections locales également. Et donc, le rôle dans les cabinets, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant, enfin, même critiqué dans les médias. Les cabinets sont trop grands, hein, donc on sait que c'est une critique que l'on voit notamment souvent sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait qu'il y ait 20, 30, 40, 50 personnes qui travaillent dans les cabinets? Est-ce que ça ne fait pas doublon avec d'autres structures? Comment justifier aujourd'hui ce travail dans les cabinets? Toi qui as travaillé longtemps je pense avec Paul Magnette notamment. Donc est-ce que réellement c'est un échelon qui est aujourd'hui primordial dans le fonctionnement de la Belgique? Et pourquoi est-ce qu'en Belgique on a des cabinets aussi larges, aussi importants, que ce soit au niveau de la région et au niveau du fédéral, alors que peut-être dans d'autres pays, je pense notamment aux Pays-Bas que je citais tout à l'heure, on est dans des logiques peut-être plus réduites, plus restreintes. Voilà, je te laisse un peu. Peut-être juste avant d'aborder la question des cabinets en tant que tels, peut-être rappeler pour les auditeurs finalement ce que constitue un peu le cycle politique classique, qui est l'alternance finalement entre période électorale et puis période de gouvernance en tant que telle. Donc évidemment, un parti, association de faits, de personnes qui se regroupent autour de certaines valeurs pour pouvoir gouverner. On développe finalement des idées, des programmes en vue de période électorale, avec finalement une période de campagne qui dure entre 2 et 3 mois de manière générale.
suite au jour des élections, une période de négociation politique entre les différents partis qui vont former une majorité. Et ça tient évidemment avant tout à notre système électoral belge, qui est un système proportionnel et non pas majoritaire, qui fait que, de facto, dans une assemblée, on se retrouve souvent avec 3, 4, 5, 6, 7, parfois jusque 10 familles au niveau fédéral qui ont entre 10, 15 et 20% des sièges, et donc le besoin de former des coalitions. Donc cette phase de négociation, parfois, elle peut être très rapide. Parfois, à l'échelle communale, par exemple, le soir même, il y a une formation une majorité communale qui se forme. À l'inverse, parfois au niveau fédéral, ça met des mois. Ça a mis 550 jours en 2011. Ça a mis plus d'un an encore l'an dernier, en 2019, signe que cette période de négociation politique peut parfois être très compliquée. En l'occurrence, par exemple, au niveau fédéral, l'an dernier, on avait évidemment 7 partis, 9 partis, je ne me souviens plus maintenant, 7 partis, voilà, qui devaient négocier autour d'un accord commun, ce qui a mis particulièrement longtemps. Donc une fois que cet accord finalement politique est trouvé, au niveau fédéral, au niveau régional, au niveau communautaire, un gouvernement se forme, constitué de ministres et de leur cabinet. Alors sur la question des cabinets en particulier et du nombre de personnes, c'est vrai qu'en Belgique, on a des cabinets qui sont parfois importants en termes de taille. Il y a eu des efforts qui ont été faits depuis une dizaine d'années, notamment en région wallonne que je connais mieux, pour en effet diminuer la taille des cabinets. Finalement, c'est une forme de budget qui est donné à chaque ministre et il peut recruter dans le budget ETP et euros qui lui est attribué. Pourquoi est-ce qu'on a relativement... par rapport à d'autres pays, en tout cas des cabinets plus importants. Je pense que ça tient à la relation entre le gouvernement et l'administration. C'est vrai qu'on a par nature des gouvernements qui... alors c'est pas une question, je ne veux pas dire qu'ils font moins confiance à l'administration, certainement pas, mais en tout cas qui ont l'habitude de prendre la main, peut-être de manière plus importante, mais aussi dans le sens de pouvoir donner une direction politique plus importante pendant une période de législature qui est relativement courte, typiquement 4 ou 5 ans, là, ici en l'occurrence. Par rapport à d'autres pays, on a aussi la difficulté d'avoir, comme je disais, des gouvernements de coalition. Et donc, quand forcément, on a, prenons par exemple au niveau fédéral, un gouvernement de 7 partis, ça nécessite évidemment une coordination entre ces 7 partis beaucoup plus importante que s'il y avait un seul parti au gouvernement, comme par exemple, prenons en France, par exemple, le gouvernement actuel avec La République En Marche, qui est le seul parti. Et donc, il n'y a pas besoin, finalement, de ce rôle presque permanent de check and balances entre les différents cabinets pour s'assurer que chaque ministre applique bien l'accord de gouvernement tel qu'il a été durement et âprement négocié pendant un an. Et donc, ça nécessite... pour cela, en effet, sans doute, en termes d'équivalent temps plein, plus de monde, et notamment au niveau fédéral, dans ce qu'on appelle les cabinets vice-premiers. Donc, vous savez, il y a un Premier ministre, aujourd'hui Alexander De Croo, mais il y a également 7 vice-premiers ministres, chacun qui était un peu, en fait, en quelque sorte, le chef de file d'un des partis de la coalition. Par exemple, Pierre-Yves Dermagne pour le Parti socialiste. Au sein de son cabinet, Pierre-Yves Dermagne, qui est ministre du Travail et de l'Économie, il a évidemment des collaborateurs en charge de ces matières-là, mais il a aussi d'autres collaborateurs qui assurent le suivi des matières des autres membres du gouvernement. Alors certes, ils sont moins nombreux, mais forcément, c'est une série de personnes qui s'occupent, comme je le disais à l'instant, de vérifier en tout cas que les autres partis respectent l'accord de gouvernement tel qu'il a été négocié. Oui, alors il y a une première question qui arrive et on va toutes les traiter, mais peut-être juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que finalement cette importance des partis politiques dans leur fonctionnement, le poids des cabinets et l'expertise qu'on y retrouve, et le fait que les 7 partis de gouvernement, par exemple, se mettent d'accord, je dirais, dans des structures qui n'ont pas véritablement de visibilité en dehors, je dirais, des arènes parlementaires, est-ce que justement ça ne diminue pas le rôle du Parlement? Est-ce que ça ne diminue pas le rôle de la Chambre? Puisque d'une certaine manière, si les partis se mettent d'accord, on peut peut-être expliquer ce qu'est le cairn aussi, hein. C'est peut-être un élément qui est important. On en a parlé un petit peu dans le cours, mais c'est peut-être pas très clair pour les étudiants. Voilà. Et finalement, on a souvent cette critique, on entend cette critique en France, pour prendre un exemple étranger, où on se dit finalement l'Assemblée nationale, c'est une caisse enregistreuse des décisions prises par le gouvernement de Castex et donc par Emmanuel Macron. Est-ce que finalement, si les partis se mettent d'accord entre eux en dehors de l'Assemblée, comme en France ou à la Chambre en Belgique, est-ce que finalement ça ne diminue pas ce regard citoyen que l'on peut aussi avoir sur le processus parlementaire, sur la vie démocratique et sur sa vitalité d'une certaine manière? C'est une question
c'est une question vraiment très intéressante en effet. C'est vrai que, bon, si on revient un petit peu sur les différents grands rôles, les différents pouvoirs finalement tels qu'ils sont définis, en remontant même dans la théorie politique, peut-être jusqu'à Montesquieu au XVIe siècle, mais donc le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Finalement, en théorie, en tout cas sur base de la Constitution, le Parlement a deux grands rôles. C'est un, contrôler l'exécutif, et ça je pense qu'il a l'occasion de le faire via notamment les séances des questions parlementaires en commission et en plénière, chaque semaine en fait, et on peut suivre ça même pour les gens intéressés sur le site de la Chambre et des différents parlements régionaux et communautaires. Et le deuxième grand rôle, en effet, c'est normalement le rôle de pouvoir législatif. Alors ce pouvoir législatif, le Parlement le partage en fait avec le gouvernement. Le Parlement finalement fait ce qu'on appelle des propositions de loi et le gouvernement, lui, des projets de loi. C'est vrai que historiquement et certainement ces dernières décennies, on a vu la part de textes législatifs provenant du gouvernement prendre une part de plus importante par rapport à ce que le Parlement, lui, peut faire. C'est lié, en tout cas certainement en Belgique, de nouveau à ce caractère d'élection proportionnelle qui crée finalement des majorités parfois très larges. Et du coup, un travail de mise en commun, on va dire, d'un programme pour le gouvernement qui peut parfois prendre beaucoup de temps. Et du coup, ça peut créer un petit peu parfois un carcan. Prenons l'exemple, voilà, élection 2019, on a mis un an et demi à négocier. Ça a mis tellement longtemps et c'était tellement compliqué qu'une fois que l'accord est atteint, c'est compliqué pour n'importe quelle des parties de la coalition d'aller proposer des choses de son programme, mais qui sont en dehors de l'accord de majorité trouvé. Et c'est le cas aussi bien au niveau du gouvernement que aussi au niveau du Parlement. Et donc c'est tout le débat de savoir finalement quelle est la marge de manœuvre que le Parlement peut encore avoir. Traditionnellement, par usage finalement, c'est vrai que notamment ces dernières années, on a pas mal laissé au Parlement des débats plutôt sur les questions de société, questions éthiques notamment, qui ne sont pas forcément réglées en tant que telles par l'accord du gouvernement. Un autre exemple, là par exemple dans le cadre de la législature actuelle, c'est tout le débat sur la future réforme institutionnelle et le renouveau démocratique. Là pour le coup, ça peut être intéressant de justement utiliser le Parlement comme chambre de débat pour réfléchir de manière objective sur les 6 réformes de l'État qu'on a fait par le passé et qu'est-ce qu'on peut encore améliorer dans le système. Pareil en matière de renouveau démocratique, on parlait tout à l'heure de l'évolution finalement de la société et de la manière dont notre organisation comme mouvement politique, parlement et gouvernement peut s'améliorer pour mieux rendre compte finalement de cette évolution de la société. C'est également traité actuellement au Parlement dans le cadre du débat sur le renouveau démocratique, par exemple avec l'institution de panels citoyens, par exemple, pour réfléchir à la future réforme de l'État. Alors, on a une question, peut-être pour revenir un petit peu en arrière, sur cette notion de checks and balances. Si tu pouvais peut-être expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit. Et il y a d'autres questions qui suivent, mais peut-être d'abord commencer par cela. Oui, tout à fait. Je dirais que de manière générale, c'est vrai que tout pouvoir a besoin d'un contre-pouvoir. Et donc ça se passe vraiment à tous les niveaux. On parlait des 3 grands pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Finalement, la manière dont ils ont été pensés au XVIIe siècle veillait justement à ce que un des pouvoirs ne prenne pas la mainmise complète sur les 2 autres. Et donc, par exemple, le pouvoir judiciaire aujourd'hui contrôle, par exemple, la constitutionnalité des lois. Pareil pour le pouvoir législatif qui contrôle le pouvoir exécutif et l'exécutif lui-même qui peut décider à un moment ou l'autre de dissoudre les chambres et de convoquer de nouvelles élections. Voici en tout cas à l'échelle des 3 pouvoirs un exemple concret de check and balances. Au niveau des gouvernements, on le disait à l'instant, il y a des coalitions qui sont formées et donc les cabinets qui non seulement sont là pour exécuter l'accord du gouvernement, mais aussi s'assurer qu'un ministre ne va pas trop loin par rapport à ce qui avait été négocié dans cet accord-là. Un autre exemple de check and balances, c'est un peu les éléments auxquels je pense en tout cas a priori. Oui, j'espère que ça a en tout cas clarifié la chose. Une autre question qui concerne directement le Parti socialiste et enfin les partis en général. Je vais reprendre le micro. Comment un parti peut-il encore garantir l'application de son programme lorsqu'il doit gouverner avec 6 autres partis ? Donc forcément, choisir c'est renoncer, comme on dit. Et donc quand un parti choisit de participer à une coalition, évidemment, il ne peut pas appliquer l'entièreté de son programme. C'est la raison pour laquelle les négociations gouvernementales sont parfois si compliquées. En l'occurrence ici pour le gouvernement fédéral, comme
il y a une forme, et c'est une tendance qu'on constate depuis des années, une forme d'éclatement politique de plus en plus grand. Comme je disais tout à l'heure, historiquement, on avait deux grands partis en Belgique, les catholiques et les libéraux. À l'époque, c'était plus facile, évidemment, quand il n'y avait que deux partis. Puis sont arrivés les socialistes, les écologistes, les formations aujourd'hui plus extrêmes, comme l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et donc, ça crée finalement, au niveau fédéral, je pense, on est bien au moins entre 12 et 15 partis à la Chambre, un éclatement politique important. Et donc, il est impossible de former une coalition fédérale qui ait la majorité des sièges au Parlement, donc pour rappel 76 sur les 150, sans avoir au minimum 4, 5, voire 6, ou en l'occurrence ici, 7 partis. Et donc concrètement, chaque parti, quand il définit son programme, pense un petit peu à l'idéal de société auquel qu'il voudrait voir s'appliquer, sans contrainte, on va dire, politique, en disant, voilà, si j'avais plus de 50% des sièges au Parlement, voici ce que je ferais. Et puis évidemment, suite au résultat des élections, il ne peut pas appliquer, mettre en œuvre l'ensemble de ces points de programme. Il faut trouver une forme de compromis. Et ici, en l'occurrence, par exemple, au niveau fédéral, compromis entre partis de gauche, partis de droite, partis écologistes et partis chrétiens flamands. Donc forcément, une forme de gouvernance. Je n'ai pas envie de dire que ce soit le plus petit commun multiple, parce que finalement, on voit que la Belgique, malgré toutes les critiques qu'on peut faire du monde politique aujourd'hui, ne s'en sort pas trop mal à l'échelle européenne et mondiale sur beaucoup de sujets, que ce soit finalement les conditions socio-économiques, même la gestion de la crise Covid. Voilà, il y a eu beaucoup de critiques, mais on s'en sort. On voit que la vaccination, notamment maintenant, avance. Et donc, voilà, on n'a en effet pas tout ce qu'on voudrait, mais c'est la raison pour laquelle on espère à chaque fois, évidemment, que plus d'électeurs voteront pour nous aux prochaines élections. Et est-ce que certains partis politiques, je te laisse boire un coup, bien sûr, est-ce que certains partis politiques seraient en faveur, est-ce que le PS serait en faveur d'un changement de système? Est-ce que le modèle français majoritaire, ou est-ce que d'autres modèles vous sembleraient peut-être mieux fonctionner? Alors je dis ça parce que sur Internet et sur Twitter notamment, depuis quelques mois maintenant, on voit le hashtag #ResetBelgium. Donc il y a un certain nombre de citoyens mécontents qui estiment en fait que le pays ne fonctionne plus, que ça ne marche plus, et notamment parce qu'il y a peut-être trop d'intérêts, trop de partis politiques qui sont impliqués dans la prise de décision. Est-ce qu'un grand parti comme le Parti Socialiste ou d'autres formations, le MR ou d'autres, n'auraient pas intérêt à promouvoir cette idée d'aller peut-être vers moins de proportionnalité et vers un système peut-être un peu plus, soit à l'allemande, alors on ne va pas rentrer dans les détails ici pour nos étudiants, mais dans quelque chose qui donnerait peut-être plus de poids à des formations victorieuses, qui sortent victorieuses des élections, et qui permettraient d'avoir peut-être, je dirais, un peu plus de... Pas de flexibilité, mais simplement un peu plus de latitude pour appliquer en différents points du programme, par exemple. C'est vrai que, de manière générale, un système majoritaire favorise évidemment les grands partis. Donc, de manière purement... Enfin, si j'étais cynique en tant que tel, en tant que Parti socialiste, qui reste le premier parti francophone, j'aurais tendance à dire, bien entendu, on préfère un système majoritaire. Et pour autant, et là je m'exprime peut-être à titre personnel, je ne crois pas qu'il faille aller vers un système qui soit certainement trop majoritaire. Qu'est-ce qu'on aurait en Belgique au final? La NVA, voire maintenant le Vlaams Belang, potentiellement, qui est premier parti pratiquement sur base des derniers sondages en Flandre, qui émergerait qui raflerait la plupart des sièges côté flamand, et côté francophone, en tout cas les plus gros partis actuels, le PS, le PTB monte, soyons clairs aussi, mais donc on le voit, une polarisation potentiellement encore plus grande du pays. Et donc par rapport à ces gens qui souhaitent faire un reset du pays, on est un pays un peu particulier, créé en 1830, suite aux guerres napoléoniennes, en mettant un peu ensemble deux communautés, il n'existait pas sous forme de communauté à l'époque, mais en tout cas des gens qui avaient peut-être une forme de destin commun, mais qui n'avaient pas eu vocation historique à vivre ensemble. On a évolué, notamment on le disait, suite au mouvement flamand aujourd'hui, avec deux communautés, trois en prenant les germanophones, mais principalement deux, qui vivent un petit peu parfois, hélas trop, dans des démocraties différentes, et une forme de polarisation, comme on disait, de plus en plus importante. Si on venait à intégrer plus de majoritaires là-dedans, je crains que ça n'irait vers encore plus de polarisation politique, en tout cas certainement au niveau du Parlement fédéral. Alors oui, le PS et la NVA ont négocié ensemble l'an dernier, ils étaient proches d'un accord, ils ont pu réussir, mais je pense qu'en matière de représentativité démocratique, de pouvoir avoir d'autres avis qui s'expriment, c'est quand même utile également. Ouais. Alors, petit point technique, c'est vrai que c'est une conversation, c'est un dialogue, donc ça va forcément un petit peu plus vite qu'un cours traditionnel. C'est pour ça que vous avez bien sûr la possibilité de nous poser des questions
hein, donc n'hésitez pas, s'il y a des éléments que vous ne comprenez pas, je vois notamment la question de Sophia qui nous dit qu'on ne comprend pas toujours la discussion. Nous non plus, hein, donc on ne sait pas tout à fait où on va, mais c'est le but d'ailleurs d'une discussion, c'est de discuter à bâton rompu de la place des partis en Belgique. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à nous poser des questions peut-être précises sur des points qui vous semblent pas clairs. Alors il y a une question que je n'ai pas encore abordée parce qu'elle sort un petit peu de notre, notre ligne éditoriale, mais en tout cas de ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Ça concerne davantage la communication. C'est vrai, alors peut-être que ça intéresse quand même l'IEV parce que la communication politique, elle évolue, hein. Et alors, il y a une question aussi très précise qui nous... je cite, je vais retrouver la question. Voilà, c'est Lucas, je pense que c'est Lucas qui s'appelle. Quel est le rôle aujourd'hui de la communication digitale, donc des réseaux sociaux, dans les partis ou sur les partis, mais je suppose que c'est l'impact du digital sur les partis. Quand on voit, et on rebondit un peu ce que tu as dit à l'instant, quand on voit que le PTB et le Vlaams Belang investissent énormément dans ce processus, que ça marche, hein, qu'il est fructueux, est-ce que le Parti socialiste envisage de revoir sa stratégie ? Alors, pour la petite histoire, dans un autre cours, et certains des étudiants ont eu ce cours avec moi, j'ai eu l'occasion d'inviter le responsable digital du Parti socialiste, hein, Nicolas Dieudonné, et qui nous a un petit peu parlé de la stratégie. Mais plus globalement, je suppose que ça vous interroge également et que ça a peut-être un impact aussi sur vos réflexions à l'IEV. Oui, bien entendu. Donc c'est vrai qu'on voit l'évolution importante des nouvelles technologies ces dernières années et la manière dont certains partis ont cité en effet le PTB, le Vlaams Belang, c'est intéressant, des partis plus extrêmes ou en tout cas des partis qui se considèrent souvent comme anti-système, investissent massivement sur les réseaux sociaux. Bon, c'est parfois d'ailleurs rigolo de voir comme le PTB, qui est un parti qui se veut vraiment anticapitaliste, investit massivement, notamment dans Facebook, des revenus qui partent à l'étranger pour leur propre communication. Mais voilà, parenthèse refermée, c'est un effet interpellant parce qu'on le voit, c'est une communication, notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter, qui est parfois qui est de plus en plus courte, en fait, où les gens ont de moins en moins de temps de focus potentiel par rapport aux moyens de communication traditionnels, que ce soit dans les journaux, les débats télévisés ou autres. Et donc, du coup, ça nécessite un besoin, finalement, presque de phrases clés, d'accroches, d'approximation, et parfois même de fake news pures et simples. Donc, je ne dis pas, évidemment, j'accuse pas du tout ces partis, en tout cas, pas le PTB, de faire des fake news en permanence, mais en tout cas, ça nécessite certainement une réflexion plus large sur comment s'assurer que les messages politiques corrects sont passés à l'ensemble de la population et quelles régulations éventuelles on doit mettre, notamment au niveau de l'utilisation des communications sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, aujourd'hui, en termes en période électorale, les dépenses électorales des partis sont régulées. Donc on peut dépenser X milliers d'euros sur base des moyens de communication classiques, mais il n'y a aujourd'hui pas de régulation au niveau des différents réseaux sociaux. Et donc, fondamentalement, le parti qui paye le plus pour sponsoriser ces postes apparaîtra chez plus de gens, ce qui évidemment crée une forme de course à l'échalote entre les différents partis pour dépenser de plus en plus sur les réseaux sociaux, alors que le format, comme je le disais, ne permet pas forcément d'avoir un message politique qui soit mesuré, réfléchi, basé sur des faits, ce qui devrait évidemment être le cas, en tout cas on l'espère pour les étudiants en communication qui veulent pouvoir s'informer de la manière la plus objective possible. Alors c'est un point qui a l'air d'intéresser nos étudiants, on devait s'y attendre. Alors il y a une question notamment pour rebondir sur ce que tu viens de dire, de Thibaut, de nouveau je devine son prénom. Bonjour, est-ce envisageable en observant les montées des partis extrêmes en Belgique de les inclure dans la majorité, notamment aux prochaines élections, donc après les prochaines élections? Alors, évidemment, ça a déjà été tenté. Peut-être que tu peux en dire un mot. Et donc, les partis extrêmes, ça dépend évidemment de ce qu'on appelle les partis extrêmes. On va considérer qu'ici, ils appellent extrême droite et extrême gauche. Donc, autrement dit, belge, côté flamand, le Vlaams Belang, comme il n'y a pas d'extrême droite connue, en tout cas aujourd'hui, côté francophone, il y avait historiquement une antenne belge du Front National, en quelque sorte, mais qui a disparu, heureusement, selon moi, il y a de nombreuses années. Côté extrême gauche, là, évidemment, le PTB, qui est un parti donc présent à la fois
en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Je pense qu'il y a une différence quand même, en tout cas c'est à titre personnel que je le dis, mais à faire entre les deux. Le PTB est un parti marxiste, mais qui s'inscrit malgré tout dans une forme de continuité démocratique, en tout cas on l'espère. Côté extrême droite, bon voilà, c'est comment dire, la continuité historique de partis qui ont été au pouvoir au milieu du XXe siècle et qui sont tout sauf démocratiques et ont mené aux pires excès. Alors bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas le cas en Russie également durant l'ère communiste, bien entendu, mais pour moi, il y a un danger particulièrement important à gouverner avec eux parce qu'ils défendent des valeurs qui sont principalement non démocratiques et au-delà de ça, des valeurs qui sont fondamentalement opposées à celles qu'on défend, en tout cas au Parti socialiste, notamment en termes de fraternité, d'égalité, de solidarité et de relations finalement de manière générale à l'autre. Que ce soit un étranger, une personne à la sexualité différente, une personne d'une autre origine sociale. Finalement, ce sont des partis qui montent les gens les uns contre les autres et qui ne sont pas à la recherche de consensus pour gouverner la cité. Alors il y a une petite précision, il y a une question notamment sur les extrêmes, les partis extrêmes ou populistes. Il y a une question qui concerne le Parti populaire, si le Parti populaire peut être considéré comme un parti extrême en Wallonie. Pour info, il n'existe plus. Donc il a été dissous, donc c'est un parti qui aujourd'hui n'existe plus, mais on peut très bien imaginer que dans le futur, d'autres formations politiques populistes, de droite, de gauche, puissent émerger. C'est la vie démocratique. Oui, bien sûr. Et donc ces partis ont le droit d'exister tant qu'ils n'enfreignent pas la loi, évidemment, et notamment les lois en matière de discours haineux. On se souvient que le Vlaamsblok avait été interdit il y a maintenant de ça plus d'une vingtaine d'années, donc sans doute que vous ne vous en souvenez pas directement, mais donc il a changé, il est devenu le Vlaams-Belang, ou en tout cas les personnes qui constituaient le Vlaamsblok sont devenues le Vlaams-Belang, et depuis lors le Vlaams-Belang, j'ai envie de dire, se tient à carreau, mais on sait bien que derrière cela, il y a d'anciens collaborateurs, il y a des gens qui développent des idéologies d'extrême droite qui sont purement détestables. Et donc un point vraiment d'attention et une grande difficulté, puisque finalement ces partis, prenons le cas par exemple ici de l'extrême droite, le Vlaams-Belang, ou même de l'extrême gauche, le PTB, aujourd'hui constituent au Parlement ils constituent des réservoirs de voix importants parce qu'ils se placent dans une forme d'opposition aux gouvernants classiques. Ils recueillent alors un certain nombre de sièges au Parlement qui sont des sièges, en effet, qui sont quasiment impossibles à utiliser pour former une coalition. Et du coup, les possibilités de coalition se réduisent d'autant plus, d'où les discussions complètement difficiles qu'on a pu connaître en 2019. Oui, et tu réponds, en disant ça, tu réponds à une autre question de Fox29. J'espère que les noms changeront sur la copie d'examen. Est-ce qu'un dialogue avec les partis extrêmes reste possible étant donné leur montée en puissance? Tu viens d'y répondre, c'est-à-dire que ça semble en tout cas très compliqué. Mais vous l'avez tenté quand même, le Parti socialiste l'a tenté avec le PTB notamment, si on considère le PTB comme étant un parti extrême, en tout cas un parti d'extrême gauche. Voilà, ton expérience là-dessus? Tout à fait. Alors, je n'étais pas encore à l'IEV quand il y a eu des négociations à l'échelle locale ou régionale avec le PTB. Peut-être d'abord pour la question de l'extrême droite. Donc, nous défendons le principe de ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Donc, selon nous, il est impossible de gouverner avec l'extrême droite à quelque niveau de pouvoir que ce soit. Donc là, c'est une position, en tout cas, de l'ensemble du parti qui est claire. Sur la question du PTB, c'est différent. En effet, on a essayé de négocier avec eux à plusieurs reprises et systématiquement, on voyait bien que par les positions qu'ils prenaient, ils n'étaient pas dans une position de consensus. Chacun, comme je le disais à l'instant, doit mettre un peu de l'eau dans son vin quand il s'agit de faire des gouvernements de coalition. Et en tout cas, on n'a jamais réussi à les pousser finalement à signer des accords, que ce soit au niveau régional ou au niveau local aujourd'hui. Et donc finalement, le PS travaille aujourd'hui avec les autres partis que je vais qualifier de traditionnels, que ce soit le MR, le CDH ou Écolo, dans les différentes coalitions, ou Défi bien entendu à Bruxelles et certains endroits en Wallonie. Et alors deux choses. D'abord, est-ce que cette exclusion qui peut s'avérer très frustrante pour les électeurs, notamment du PTB ou en Flandre du Vlaams-Belang, est-ce que ça ne les renforce pas d'une certaine manière dans une dynamique de frustration, Donc, est-ce que ce n'est pas d'ailleurs à la base de leur stratégie de dire de toute façon ça ne fonctionne pas avec les partis dits traditionnels, donc nous devons grossir de plus en plus pour peut-être un jour avoir une majorité. Mais tu l'as bien expliqué, dans le système proportionnel belge, ça semble assez compliqué de gouverner tout seul et d'appliquer toutes ces idées. Donc est-ce que là, il n'y a pas un risque aussi
Et peut-être que c'est ce que le PS a essayé de faire en les incluant dans la discussion, de les laisser de côté, parce que évidemment, on voit ce qui se passe dans d'autres pays, notamment lorsqu'on exclut une formation politique, que ce soit par un cordon sanitaire ou d'autres mesures. Il y a aussi cette logique de diabolisation qu'on connaît très bien, notamment en France. Ça a été le cas avec le Front National, qui est devenu Rassemblement National. Est-ce que finalement, ça n'a pas un impact positif pour ces formations-là, justement ? Oui. Je pense qu'à partir du moment où un parti montre qu'il défend des valeurs démocratiques et se dit prêt à gouverner, en effet, on ne doit pas les exclure. Et dans le cadre, par exemple, du PTB, il y a un moment où, en effet, on peut essayer de générer de plus en plus de voix, si on les voit qu'on prend des voix de rejet, finalement, de la gouvernance classique. Mais à un moment, si on devient tellement gros qu'il n'y a pas d'autre solution de gouverner, il faut bien soi-même faire l'effort de mettre de l'eau dans son vin et de négocier une coalition avec d'autres partis. Et donc pour le moment, en effet, le PTB ne l'a jamais fait. On le voit, il évolue de manière positive dans les sondages. Mais il y a bien un moment où il va devoir gouverner et réaliser qu'en fait, bah oui, gouverner, c'est choisir, c'est prévoir, mais c'est aussi du coup certainement abandonner certaines idées de son programme. Enfin, en tout cas, dans le modèle belge tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et comme je disais, ces gouvernements de coalition développent finalement une politique qu'on peut qualifier entre centre-gauche et centre-droit au fur et à mesure des coalitions, mais qui, si on regarde sur le long terme, au-delà de la seule législature, ont quand même conduit notre pays dans une position qu'on peut qualifier de pas si mauvaise, même si, encore une fois, des efforts restent à faire dans toute une série de domaines. Alors, je dois faire attention lorsque je déplace le micro, parce qu'apparemment, ça irrite les oreilles sensibles de nos étudiants. Il y a une question qui est liée à ce qu'on vient de dire, notamment sur la montée de ces formations politiques. Alors on divise un petit peu, mais finalement pas tellement, puisque le rôle des partis politiques, c'est aussi le rapport d'une formation au reste, je dirais, de l'offre politique d'un pays. Et la question, c'est une question de Anna Zelbe, je ne sais pas, voilà, je décrypte plus les pseudos, mais ne pensez-vous pas que cette montée des partis dits extrêmes, donc le PT, le Blas Belang, est directement liée à la perte de confiance du peuple, enfin des citoyens, en la politique de ces dernières années? Et alors, il y a un petit rajout, qui est une sorte de rajout zémourien à la phrase, le manque de souveraineté du pays devant le monstre maastrichtien. Donc, est-ce que c'est... Bon, donc il y a une question de souveraineté. Bon, ça, je pense que c'est un débat qu'on pourrait avoir, mais qui va nous prendre beaucoup de temps. Le monstre maastrichtien, donc ça c'est bien sûr l'Europe. Mais peut-être, oui, parlons d'abord de cette confiance. Il y a une crise de confiance, mais ça ne concerne pas uniquement la Belgique, hein, et on le voit notamment dans la crise sanitaire, du Covid. Et je sais que tu voulais dire un certain nombre de choses là-dessus également. Mais voilà, est-ce que cette crise de confiance, d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sais que c'est une question que je jette là, mais on n'a pas forcément de réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que vous la ressentez, cette crise de confiance ? Est-ce qu'un parti qui a de nombreux militants comme le Parti Socialiste ressent cette désaffection, ce désenchantement ? Et puis, évidemment, est-ce que ça renforce ces formations dites extrêmes ? Oui, je pense qu'évidemment, on ressent, ou en tout cas, on le voit dans la presse, dans les échos qu'on entend fréquemment, cette perte de confiance de la population dans la politique en général. Je pense que, elle est un peu généralisée. On regarde dans l'ensemble du monde, on voit ce qui a pu se passer pendant les 4 dernières années aux États-Unis, quelque chose qu'on n'aurait absolument pas imaginé il y a encore 10 ans de cela. Donc on voit à l'échelle mondiale, et c'est évidemment inquiétant, des mouvements de plus en plus, en effet, contestataires, de perte de confiance, ou d'électeurs qui se refugent dans des pensées de plus en plus extrêmes, qu'on pourrait même relier, en tout cas moi je le fais à titre personnel, mais à certaines périodes particulièrement noires qu'on a pu connaître avant la Seconde Guerre mondiale, avec une poussée des extrémismes de plus en plus importante en Europe, et l'identification de boucs émissaires, scapegoat, ça a été les Juifs à l'époque dans les années 30, qui étaient l'aboutissement finalement de plusieurs dizaines d'années d'antisémitisme larvé, et aujourd'hui aussi l'identification de boucs émissaires, l'immigration par exemple, comme étant les responsables des différents maux. Et donc cette perte de confiance-là, elle dure depuis un certain temps. Je pense quand même qu'on peut la relier aussi en partie à la crise économique qui a suivi la crise financière de 2008, où finalement il y a eu une forte diminution des conditions de vie de manière globale, mais aussi dans les populations européennes, et l'absence de réponse
suffisamment efficace des autorités publiques pour améliorer la situation entre la période 2009 et 2012, puisque cette crise, si vous vous en souvenez, elle s'est finalement convertie en crise des dettes souveraines côté européen, avec finalement en Grèce la fameuse Troïka qui s'est mise en place, des mesures extrêmement dures qui ont été imposées, entre guillemets, au peuple grec par l'Europe. Et donc, pareil pour les mesures, on va dire, de rigueur budgétaire imposée à tous les niveaux, qui ont aussi empêché les États d'investir massivement suite à la crise de 2008-2009. Aujourd'hui, on a une crise Covid qui s'est propagée à l'ensemble du monde. Et alors, on peut en effet toujours critiquer le politique qui n'est pas suffisamment réactif, mais c'est vrai que le politique parfois devient lui-même aussi peut-être un peu ce fameux bouc émissaire. Finalement, on dit finalement, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui et on attend parfois, alors peut-être un peu excessif ce que je vais dire, mais en tout cas, on attend du politique qui puisse trouver des solutions aussi à tous les problèmes. Si on regarde un petit peu ici maintenant fondamentalement depuis un an la crise Covid, on a une épidémie inédite depuis sans doute les grandes, enfin certainement la crise de la grippe de 1918 qui avait tué grosso modo un tiers des Européens à l'époque, plus que la Première Guerre mondiale. On a quand même réussi collectivement à l'échelle mondiale à développer un vaccin en moins d'un an. En Belgique, là maintenant, certes, on voit en permanence des accros à la mise en œuvre extrêmement rapide avec ceci qui ne va pas, celui-là qui ne va pas. Mais fondamentalement, on a aussi aujourd'hui, en l'espace de 2 mois, réussi à vacciner 25% de la population. Alors certainement, d'autres font mieux, et notamment aux États-Unis ou en Israël. Et on pourra toujours critiquer, en effet, on reviendra sur l'Europe peut-être dans un instant, la manière dont l'Europe a pu négocier les vaccins. Mais fondamentalement, si on ne regarde pas le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein, on peut se dire que collectivement, on arrive aussi à résoudre cette crise. Et donc, j'entends l'idée de cette perte de confiance en disant beaucoup de gens qui ont été durement impactés par la crise là maintenant et les décisions de santé publique qui ont pu être prises. Je pense par exemple au secteur Horeca, on en parle beaucoup ces derniers jours, qui va devoir encore reporter un peu l'ouverture en intérieur. Ce sont des secteurs qui peuvent se sentir complètement désabusés et abandonnés. Voilà, malgré tout, le politique essaye aussi de mettre en place des mesures de soutien financier inédite. Le Belgique a même dépensé 17 milliards d'euros en 2020 pour soutenir l'ensemble des secteurs impactés par la crise. C'est aussi des politiques, je ne vais pas qualifier de gauche, mais même de centre, qui disent voilà, on doit prendre des mesures de sanitaires extrêmement dures dans le but de protéger l'ensemble de la population du pays. Et ces mesures sanitaires ont des impacts très durs, économiques, sur les secteurs qui doivent rester fermés. Mais pour compenser cela, on met en place une série de mesures de soutien économique. Certes, elles ne sont pas parfaites. Il n'y a pas de one size fits all. Parfois, on dit, voilà, vous avez une mesure forfaitaire, que vous soyez un petit restaurateur ou un grand restaurateur. Ce n'est pas idéal. Mais dans l'urgence, en tout cas, c'est la meilleure mesure qui peut être mise et elle aide quand même, malgré tout, les gens à s'en sortir. Évidemment, des gens qui sont laissés au bord de la route et il faut encore les soutenir plus et on s'y emploie nous en tant que parti, mais en tout cas je peux vous assurer que depuis un an maintenant dans le cadre de la crise Covid, les journées sont longues et les nuits sont courtes et ça quel que soit l'ensemble des partis politiques au niveau des différents gouvernements, quoi. Alors une avalanche de questions, donc je te préviens. Alors je vais jouer aux journalistes, c'est pas information, donc on va essayer de rendre ça un peu plus compact pour vraiment essayer de répondre à toutes les questions et pour embrayer sur ce que tu viens de dire. Alors d'une part, il y a une question qui concerne justement la dernière question sur la confiance. Ce manque de confiance n'est-il pas lié au fait que nous ne savons pas qui défend quel point de vue lors des comités de concertation ? Est-ce qu'on ne devrait pas là mettre un peu plus de transparence, de dire, tiens, il y a mon champ. Alors, on sait que certains leaders politiques communiquent beaucoup sur ce qu'ils défendent, mais on ne sait pas toujours si c'est le cas au moment même de cette discussion qui a lieu à huis clos. Et puis, toujours concernant la perte de confiance, est-ce que ce n'est pas aussi dû aux contradictions entre flamands et wallons ou je dirais plutôt entre francophones et flamands? Est-ce que les positions sont conciliables? Donc là aussi, on revient un petit peu à la structure du pays et puis notamment à cette transparence qu'on n'a pas encore évoquée. Ouais. Peut-être un point justement sur la structure du pays et le lien avec la gestion de la crise Covid, parce que c'est vrai qu'on a un pays qui est compliqué, certainement. C'est l'évolution historique de 6 réformes de l'État successives. Il y en aura peut-être une 7e qui arrivera d'ici quelques années avec l'objectif d'un peu simplifier la structure. Mais donc pour rappel, vous le savez sans doute avec les cours que vous avez eus, mais donc on a une structure historique, l'État fédéral en plus déconcentré avec les provinces et puis les communes. Et puis au fil du temps, sur cette structure que je vais qualifier de pyramidale historique, État fédéral, province, commune, est venue se greffer une structure matricielle avec 3 communautés
communauté flamande, communauté française, communauté germanophone, et puis 3 régions, région flamande, région bruxelloise et région wallonne, avec des compétences finalement qui ont été éclatées entre ces différents niveaux de pouvoir, et oui, pour être très clair, une grande complexité dans une série de matières, et par exemple notamment les matières de santé. En santé aujourd'hui, on a des compétences qui sont éclatées entre le niveau fédéral, par exemple justement la gestion des crises à l'échelle nationale de type pandémie, des compétences qui sont éclatées au niveau des régions. Par exemple, on parlait évidemment du tracing et de la vaccination. Comme vous le savez, ce sont les 3 régions qui ont mis en place des stratégies de vaccination. Et puis la communauté, en tout cas la communauté française, qui garde une série de matières, notamment en matière de prévention, par exemple, vers les publics les plus jeunes. Pour préciser, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'en fait la communauté française a 2 noms. Donc elle a un nom officiel qui est la communauté française, mais communément on parle de Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est pas toujours très clair d'ailleurs. Tout à fait. Elle a voulu changer de nom il y a quelques années. Le nom constitutionnel, en tout cas, est Communauté française. Donc on peut continuer à utiliser ce mot-là dans le reste du cours pour simplifier la vie de tout le monde. Avec une situation, pour continuer, à Bruxelles, qui est encore plus complexe, puisque évidemment Bruxelles est une région à part entière, mais les matières des communautés flamandes et françaises sont exercées via des organes spécifiques qu'on appelle la Commission communautaire française, la VGC, Vlaamse Gemeenschapscommissie, et la Commission communautaire commune. Tout ça, dans le cadre d'une gestion de crise, de pandémie, où des décisions doivent être prises dans l'urgence, ça crée, c'est vrai, une forme de grande complexité et un besoin de coordination ultra renforcée. Cette coordination, elle a été mise en place au niveau de ce qu'on appelle le comité de concertation, dès le début de la crise, et au niveau également de différents organes, par exemple, plus récemment dans le cadre de la vaccination, une task force fédérale de vaccination, où finalement les différentes régions définissent une stratégie commune pour éviter qu'on ait en effet des politiques complètement différentes, où la Wallonie vaccinerait d'abord les personnes les plus âgées, et la Flandre d'abord les personnes avec des comorbidités, et du coup on ne s'en sort plus en fonction de là où on habite, est-ce qu'on peut être vacciné ou pas. Donc cette coordination, elle existe, mais c'est vrai qu'elle nécessite un temps supplémentaire. Est-ce qu'on a pêché du coup un moment, je pense notamment à la question des masques, par ce manque de coordination par rapport à d'autres pays? Bon, c'est compliqué à dire, il y a peut-être eu un impact, mais voilà, c'est une source de réflexion aussi pour notamment la 7e réforme de l'État à venir. Est-ce qu'on pourrait essayer de simplifier notre organisation institutionnelle, peut-être un nombre réduit d'entités fédérées, pour resimplifier en quelque sorte cette structure. Et donc la question qui est posée ici et qui est toute naturelle, est-ce qu'on pourrait aller vers une sorte de confédéralisme en 2024? C'est défendu par des formations politiques flamandes. Peut-être résumer en un mot ce qu'est le confédéralisme, oui. Et puis nous dire si éventuellement le PS est intéressé. Oui. Vaste débat évidemment. Après, cette notion de fédéralisme versus confédéralisme, c'est parfois un débat qui est un peu, artificiel. Je pense que côté flamand, l'idée, en tout cas, derrière confédéralisme, était de dire finalement, par défaut, tout est réparti entre les entités, et puis on décide positivement de ce qu'on veut encore continuer à faire ensemble. C'est un mode, en effet, de répartition des compétences qui est différent du mode historique, puisque historiquement, c'est le fédéral qui avait toutes les compétences, et ce sont, lors des réformes de l'État successives, les lois spéciales de réforme institutionnelle qui ont attribué des compétences aux régions et aux communautés. Et donc, tout ce qui n'est pas clairement défini dans les lois spéciales reste aussi au niveau fédéral aujourd'hui. Moi, je pense que le Parti socialiste et moi-même, on est plutôt dans une vision de dire le fédéral garde la main, mais répartissons mieux les compétences, en particulier entre le fédéral et les régions, pour avoir des paquets de compétences plus cohérents. On a cité la santé, mais aujourd'hui, par exemple, en matière de mobilité, les choses restent éclatées. En matière d'énergie aussi, les choses restent éclatées. Prenons l'exemple de l'énergie, par exemple. Ce qui est nucléaire reste fédéral. Ce qui est transport d'électricité et de gaz reste fédéral. En revanche, la politique en matière... ce qui est éolien offshore en mer du Nord reste fédéral également. En revanche, le reste de la politique énergétique a été régionalisée. Ça crée évidemment une forme de complexité quand il s'agit de définir une ambition énergétique pour le pays à l'horizon 2030 et 2050 dans le cadre des objectifs de réduction des émissions de CO2. Et donc pour ces différentes matières, mobilité, énergie, économie, commerce extérieur, santé, il y a certainement une réflexion à lancer dans les prochains mois, les prochaines années, pour évoluer vers une répartition plus simple des compétences et peut-être en effet décider de simplifier
la mécanique, l'ensemble de ces entités, je pense en particulier à Bruxelles étant bruxellois, avec l'interaction complexe entre ces différentes commissions communautaires ou francophones ou néerlandophones. Et est-ce que ce n'est pas finalement cela, une mise à plat, donc un reset qui est aussi demandé par les citoyens, peut-être tout à fait raisonnable, pragmatique, en disant on a les niveaux de pouvoir, on parle souvent de cette lasagne institutionnelle, donc on a la région, on a la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a toutes les commissions dont tu parles, effectivement. Et on voit quand même, même si dans le contexte de la crise sanitaire, même si on a réussi à garder une sorte de feuille de route commune, que des décisions différentes sont prises à différents niveaux de pouvoir. Alors, je pense notamment à quelque chose qui va intéresser nos étudiants, le couvre-feu. Les pauvres Bruxellois, nous sommes Bruxellois, à 10h c'est fini, on rentre à la maison. Et donc on voit qu'il y a quand même des spécificités. Donc, et même entre présidents de région de la même formation politique, donc en l'occurrence du Parti socialiste. Ouais. Donc est-ce que là, si on va vers un confédéralisme, on irait vers cette situation où chacun décide pour soi, d'une certaine manière. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on y va déjà tout droit, là. On est déjà dans une sorte de subsidiarité. C'est un terme un petit peu compliqué pour les étudiants, mais l'idée de la subsidiarité, c'est de prendre les décisions au niveau de pouvoir où ça paraît cohérent. Et si on peut les prendre à un niveau de pouvoir relativement proche du citoyen, au niveau communal, par exemple, au niveau régional, eh bien, ça paraît intéressant et efficace. Donc, est-ce qu'on ne va pas vers ça aujourd'hui ? Sur la question, finalement, cette question-là donc, de décentralisation versus centralisation, c'est un débat évidemment intéressant et c'est utile, je pense, en effet, comme toi, de pouvoir prendre des décisions au niveau où c'est le plus pertinent. C'est finalement un compromis à trouver entre, comment dire, en effet, prendre des décisions à l'échelle locale proche des citoyens et quand même une forme, oserais-je dire le mot, d'efficacité de gouvernance, d'économie d'échelle. C'est clair que si on multiplie par autant de communes, par exemple, je ne sais pas, mais si on devait dire, bon, pas un couvre-feu, c'est exagéré, mais d'autres types de décisions, il faut aussi multiplier finalement les lieux de prise de décision, ce qui peut complexifier et rendre encore plus nombreux finalement le nombre de décideurs politiques nécessaires. Pour revenir peut-être sur le couvre-feu, parce que c'est un bon exemple, là pour le coup, on a en effet un traitement différent entre Bruxelles d'une part, la Wallonie et la Flandre d'autre part, mais qui se justifie par justement le statut de la région bruxelloise, ville beaucoup plus densément peuplée, avec, on le sait, des échanges sociaux beaucoup plus importants, et donc un risque naturellement plus élevé. Peut-être qu'à l'échelle de la Wallonie, ça aurait pu être intéressant de dire que certaines grandes villes ont un couvre-feu à 10h comme Bruxelles. En revanche, les régions plus rurales, où là, il n'y a pas grand monde après 22h de toute façon, elles peuvent garder un couvre-feu plus tard, jusqu'à minuit par exemple. Alors, pour revenir un petit peu au Parti Socialiste, puisqu'on a la chance quand même de t'avoir aujourd'hui, il y a une question de saut 2401. Bonjour, quand on voit la présence de certains membres du Parti Socialiste, on retourne sur les réseaux sociaux, donc on va répondre rapidement parce qu'on a pas mal de questions. D'accord. Donc, quand on voit la présence de certains membres du PS sur les réseaux sociaux, notamment le président Elio Di Rupo, président de la région, ministre-président. Eh bien, alors, j'essaie de reformuler. Est-ce que vous n'estimez pas que la politique est-ce que la politique ne doit pas rester dans un cadre plus sérieux ? Est-ce que des réseaux sociaux comme TikTok ou d'autres ne risquent pas de tourner le politique, les politiciens en ridicule ? Oui, je pense qu'en effet, le ministre-président wallon a un compte TikTok assez actif, que j'ai eu l'occasion de voir déjà à quelques reprises, et j'étais assez impressionné par la qualité des vidéos qui étaient faites, en effet. Mais bon, blague à part, en effet, je pense que, il y a évidemment une volonté de pouvoir toucher des publics notamment plus jeunes, certainement, via TikTok et des réseaux sociaux qui sont... parce que Facebook, aujourd'hui, moi j'utilisais encore jusque récemment Facebook, mais on sait que c'est déjà passé plus pour la catégorie peut-être 25-35. Avant 25 ans, plus beaucoup de monde, je pense, utilise Facebook aujourd'hui. Et puis il y a les parents sur Facebook, c'est particulièrement ennuyeux, en effet. On n'a pas envie qu'ils voient tout ce qu'on poste, tout ce qu'on like. Donc oui, il y a un besoin, comme on le disait tout à l'heure, de pouvoir toucher l'ensemble des publics, mais il faut garder, je pense, un set de communication large et pouvoir avoir peut-être des choses moins sérieuses qui, il faut bien le constater, ont du succès sur les réseaux sociaux quand on voit les likes, mais aussi du contenu. Et peut-être que certaines plateformes sont plus adéquates que d'autres pour avoir du contenu. Mais si les comptes TikTok peuvent parfois relayer vers les sites pour que les gens qui ont bien rigolé sur une vidéo aillent après voir quelles sont les propositions concrètes qu'il y a derrière, c'est la bonne manière de faire, je pense. Ouais, un étudiant qui nous précise effectivement que c'est plutôt 40-60, l'âge sur Facebook.
Donc ça devient bientôt tout le monde sur Facebook sera vacciné, hein, je le dis. Donc une autre question, alors cette fois-ci pour revenir de nouveau au Parti Socialiste. Est-ce que le PS finalement ne souffre pas, ou souffre encore aujourd'hui de certains stéréotypes, les clichés d'antan? Alors je cite Dorian qui nous dit: le terme socialisme étant parfois encore mal perçu ou sujet à divers amalgames. Est-ce que cela se reflète dans vos groupes de réflexion, notamment à l'IEV, etc. Voilà. Oui, question intéressante en effet. C'est vrai que le Parti socialiste est un parti, entre guillemets, de gestion, un parti de pouvoir, dans le sens où il a vocation, au-delà même des programmes qu'il définit, de pouvoir gouverner et de faire changer les choses. Donc on a été présent longtemps, et on l'est encore à beaucoup de niveaux de pouvoir, et donc cette présence au niveau de pouvoir a pu, dans certains cas, heureusement minoritaires, mais qui souvent font beaucoup de bruit, mener à des excès. Et donc on a eu par le passé, ça a été le cas à un moment à Charleroi, on l'a connu plus récemment à Liège et à Bruxelles, notamment par exemple au SAMU social, à des situations absolument inacceptables, qui sont condamnées certainement par le Parti socialiste, mais qui salissent, entre guillemets, le parti, et également qui meurtrissent, je pense, fondamentalement les militants, en prenant le cas de Bruxelles, par exemple, avec le SAMU social. Et donc oui, ça entache la réputation d'un parti. Je pense que il y a eu d'autres scandales dans d'autres partis, et je ne vais pas aller dire que voilà, on est moins bon ou pire que les autres, mais c'est vrai qu'on doit nous pouvoir, et c'est notre obligation quotidienne en tant que parti, de montrer qu'on a des gens qui gouvernent de manière neuve et efficace. Si on prend par exemple nos différents ministres aujourd'hui, on a vraiment une nouvelle génération qui a été mise en avant aux différents niveaux de pouvoir. Regardons au niveau fédéral, Pierre-Yves Dermagne, Thomas Dermine, Ludivine de Donder, Karine Lallieu, certes un peu plus ancienne, pardon pour l'expression, mais en tout cas qui a des valeurs fondamentalement ancrées à gauche et certainement sur les questions de l'action sociale. Côté des différents gouvernements bruxellois et wallons ou fédérations, c'est le cas aussi. Voyons par exemple Caroline Désir à l'éducation en fédération Wallonie-Bruxelles. C'est vraiment une nouvelle génération de ministres, aussi de militants ou même de mandataires qui incarnent vraiment, en effet, aujourd'hui un socialisme du XXIe siècle. Et donc, quant au terme socialisme en tant que tel, je pense que c'est un élément important. En tout cas, nous, on reste attachés à l'appellation socialiste parce qu'il rappelle finalement le fondement historique du parti, qui est cette question finalement de l'égalité sociale, de dire voilà, on crée collectivement de la richesse, mais il est essentiel de pouvoir la redistribuer de manière équitable entre les gens pour que chacun puisse bénéficier finalement des fruits de la richesse produite collectivement. Ça, c'est vraiment une des valeurs fondamentales du Parti socialiste. Donc, il n'y a pas de projet, je pense que ça ira. Il n'y a pas de projet côté PS de suivre l'exemple du SPA et de changer de nom. Et comment tu expliques cela? Pourquoi est-ce que le SPA, lui, s'est dit, bon, bah, finalement, on va prendre un tout autre nom, on va prendre une autre marque, Vorreut. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a choqué? Je pense qu'il faudra leur poser la question à eux avant moi. Moi, je peux répondre de mon point de vue. C'est vrai qu'on voit que beaucoup de partis ont changé de nom, ont évolué au cours des dernières années. On parlait du PSC qui est devenu le CDH, qui réfléchissait encore récemment à un changement de nom que j'ai même oublié. Demain, tout ira bien. Voilà, voilà. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, le timing était un peu... Voilà. C'était juste avant le Covid. Oui, bien sûr, le FDF qui est devenu Défi. Donc c'est vrai que beaucoup de partis ont changé de nom. Côté flamand également, ils ont beaucoup ajouté des V dans leur nom au cours des 10-15 dernières années pour accentuer leur caractère flamand par rapport au reste du pays peut-être. Côté PS, peut-être que le débat arrivera dans les prochaines années. Je ne vais pas dire, c'est pas mon rôle de dire qu'il n'arrivera pas, mais je pense qu'il y a, en tout cas quand on consulte les militants, un attachement certainement à ces valeurs du socialiste, du parti en tout cas, et qui se retrouvent notamment dans l'ensemble des militants. Justement, il y a une question il y a deux questions qui font écho à ce qu'on vient de dire. D'une part, c'est Name Songs, donc la chanson des NEM, qui nous demande si le Parti socialiste répond aux réalités que vivent la jeunesse aujourd'hui. Par exemple, les socialistes ont beaucoup aidé et défendu nos parents à l'ancienne. Je suppose elle parle des gens sur Facebook. Mais aujourd'hui, est-ce que les socialistes proposent quelque chose pour l'amélioration de la vie des jeunes? Et je pose directement la deuxième question parce qu'elle est liée. Quelles sont les valeurs progressistes du Parti socialiste donc communiqué à travers l'IEV. Et là, il y a une petite sous-question qui me semble intéressante parce qu'on en a parlé dans le cours. Est-ce comparable à d'autres think tanks, par exemple, Terra Nova en France, où là, il y a une réflexion aussi sur les valeurs. Je reviendrai peut-être là-dessus dans un instant, mais peut-être d'abord sur la jeunesse, sur les valeurs de la jeunesse. Oui, mais donc en effet, la jeunesse, c'est l'avenir de tous. Et
je me considère encore comme jeune à 35 ans, donc enfin j'espère en tout cas que... C'est toujours sur Facebook. Oui, je suis... non, j'ai quitté Facebook d'ailleurs. Ah, Bon, ouais. bref, sur la question des jeunes, c'est évidemment particulièrement important et certainement dans la crise Covid qu'on connaît maintenant, parce que vous êtes en deuxième, je pense, dans les études supérieures. Donc vous aurez, je l'espère, la chance, quand vous terminerez vos études, d'avoir passé le gros de la crise Covid. Mais il y a aujourd'hui une génération qui a terminé ses études en 2020 ou maintenant en 2021 et qui fait face à des difficultés extrêmes de trouver un travail ou de trouver un stage, par exemple, parce que la plupart des entreprises travaillent aujourd'hui à distance et ne sont pas demanderesses de trouver des stages. Donc je pense qu'il y a différents niveaux. C'est aider les étudiants aujourd'hui dans leurs difficultés. Et les difficultés sont de nature financière, parce que par exemple, il y avait des jobs étudiants qui ne peuvent plus être menés aujourd'hui, notamment parce que le secteur Horeca est fermé. Et donc là, par exemple, une proposition toute récente du Parti socialiste, c'est d'augmenter l'aide sociale pour les jeunes qui connaissent ces difficultés à 2 niveaux. Au niveau évidemment des universités, il y a des services sociaux dans les universités qui peuvent aider, et aussi au niveau des CPAS. Et là, c'est vraiment un message important à ceux d'entre vous qui ont le plus dur. Il ne faut pas hésiter à aller pousser l'apport du CPS, qui est parfois vu comme étant en effet la dernière case de la déchéance sociale. Non, au contraire, dans le cadre de la crise, il peut vraiment aider à passer une phase difficile où vous êtes aux études, vous avez quitté le foyer familial, vous devez payer votre loyer, vos factures d'électricité, et le job que vous aviez, vous ne pouvez plus l'avoir là maintenant à cause de la crise. Et donc vraiment, il y a en tout cas cette volonté de soutenir financièrement les étudiants dans le besoin. 2, au niveau académique, on sait qu'on a des cours à distance, c'est compliqué là maintenant. Nous, on se positionne certainement pour avoir une forme d'assouplissement pour les critères de réussite, pour que durant la crise Covid, au minimum, on puisse permettre aux étudiants qui, parce que notamment il y a des difficultés de nature financière, mais parfois aussi psychologique, ne peuvent pas réussir leur année. Et 3e élément, justement, je le citais à l'instant, les aspects psychologiques. On est tous finalement chez nous, enfermés plus ou moins depuis 1 an. C'est particulièrement compliqué et beaucoup d'entre nous ressentent des difficultés de cet ordre psychologique. Là, ce qu'on veut certainement faire, c'est encourager les gens à consulter et réduire les frais des consultations vers les psychologues pour permettre à chacun, on l'espère d'ici l'été, quand on sera tous plus ou moins vaccinés, de faire face à cette passe la plus difficile. Quelques exemples de mesures qu'on propose et qu'on a proposées encore il y a quelques semaines seulement sur les jeunes. Au niveau peut-être des valeurs, c'était l'autre question qui était posée. Donc j'avais évoqué la question de la solidarité et de l'égalité. Et en particulier, je pense par rapport au lien qui était fait, c'était intéressant, avec la génération précédente. C'est vrai que le Parti socialiste est certainement un parti qui est vu comme étant celui qui a mené tous les grands combats sociaux du XXe siècle, et j'aimerais bien quand même en rappeler quelques-uns. Donc, la journée de 8 heures, les congés payés, les 38 heures aujourd'hui maintenant travail hebdomadaire, toute une série, la pension, l'essentiel de la sécurité sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été poussée grâce avant tout au Parti socialiste. Alors aujourd'hui se pose la question de l'évolution de cette sécurité sociale, notamment face aux nouveaux modes de travail qui existent. On posait la question par exemple de l'économie de plateforme. Je pense que un des combats concrets de la gauche, en tout cas et du PS aujourd'hui, c'est par rapport à ces nouveaux modes d'économie, quelle est finalement la réaction qu'on peut avoir, comment on peut forcer aussi les entreprises multinationales du secteur digital à payer des impôts et à contribuer finalement au bien-être social. Ce sont vraiment des débats d'aujourd'hui qui sont en lien important, je pense aussi, avec la jeunesse. Alors, petite précision, et elle est importante, le nom du processus de refondation du CDH, c'est « Il fera beau demain ». Et donc ça, c'était au début 2020, donc quand je parlais de timing un peu délicat, effectivement. Mais bon, personne ne pouvait savoir ce qui allait se passer. Et donc c'est bien le processus de refondation et pas le nom. Et alors, c'est vrai qu'il y avait une petite sous-question concernant ce qui se passe ailleurs dans les mouvements progressistes et dans les formations progressistes. Alors, Terra Nova, c'est un think tank qui était tout un temps rattaché, qui est toujours d'ailleurs rattaché au Parti socialiste en France et qui avait effectivement beaucoup réfléchi à l'intégration des minorités d'origine étrangère, à réfléchir aussi à l'électorat qui changeait, donc l'électorat ouvrier qui n'était plus vraiment au rendez-vous, ou qui avait basculé, ou qui était parti au Front National pendant toute une période.
Et donc là aussi, il y a des processus de réflexion plutôt stratégiques, hein. Donc là aussi, peut-être que de votre côté, vous réfléchissez à ces éléments-là. Qui sont nos électeurs? À qui est-ce qu'on s'adresse? Tu as parlé des jeunes. Alors je pense que les jeunes sont encore aujourd'hui toujours une part de marché importante dans votre électorat. Mais est-ce que là, il y a aussi des considérations stratégiques qui ensuite vont éventuellement influer sur les prises de position, sur le programme? C'est la vie politique, c'est la vie d'un parti, hein, je suppose. Parce que c'est vrai que je parlais des valeurs des partis, en effet, comment on définit un programme autour d'un set de valeurs, mais on veut s'assurer que ces valeurs, en effet, restent actuelles. Et donc, on les teste aussi. On fait, par exemple, des focus groups, c'est-à-dire qu'on va interroger, finalement, des jeunes, des moins jeunes, de différentes catégories sociales, sur, finalement, c'est quoi les thèmes importants pour eux et comment ils identifient la manière dont les partis y répondent. Et ça nous permet, de manière intéressante, en effet, de voir comment on peut faire évoluer notre propre pensée politique pour répondre aux vrais besoins de la population. Et donc, définir un petit peu... Je ne sais pas si on définit vraiment des cibles en disant, voilà, on va aller prendre les jeunes de 20 à 25 ans, urbains, machin, ceci. Je crois qu'on ne va pas dans ce niveau de détail-là, qui serait, bon, peut-être un peu, pas dire cynique, mais en tout cas vraiment très calculateur et très stratégique pour le coup, mais au minimum, de définir en effet... Voilà, en fonction des différents publics, les jeunes, les pensionnés, les personnes qui travaillent dans le secteur public, les indépendants aussi, parce que finalement, on identifie parfois de manière, je pense, un peu erronée, en disant, voilà, tel parti est le parti des indépendants, tel parti est le parti des enseignants. En réalité, je pense que quand on ne les connaît pas, mais parce que le vote des indépendants, le vote des enseignants, c'est beaucoup moins noir ou blanc qu'on le fait. Il y a une tendance, je pense, en communication politique ou de manière générale en politique ou de manière même plus générale dans la société, de mettre un peu des gens dans des cases, de définir des catégories où on est ceci, où on est cela, alors qu'en fait, il y a une forme de continuum qui est beaucoup plus grand, quoi. Et donc en particulier ici, dans le cadre dans la manière de répondre aux besoins des gens, c'est clair que chaque parti doit définir un set de valeurs, un set de propositions qui répondent, c'est l'objectif en tout cas, aux besoins de la population la plus large et pas simplement à une minorité. Et à l'IEV, vous travaillez sur quoi? Donc quels sont les thèmes par exemple? Donc des thèmes récents, par exemple, on a déjà évoqué plusieurs. Donc on travaille sur une future réforme fiscale. En tout cas, c'est un des engagements pris dans le cadre, par le gouvernement, dans le cadre de son accord de gouvernement, de réfléchir à des évolutions futures. Et justement, peut-être dans un cas d'un monde post-Covid, quelles seraient les évolutions fiscales à apporter pour peut-être moins taxer le travail, mais plus le capital? Quelles évolutions on peut apporter sur la manière de travailler des gens? Aujourd'hui, on a vu, on est fondamentalement, en un an, on a changé complètement notre manière de travailler. Comment est-ce qu'on peut adapter peut-être la question des horaires de travail? En fait, c'est un thème, par exemple, qu'on défend depuis assez longtemps, la question de la réduction du temps de travail. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend certains dire, mais vous êtes fous, passer de 5 à 4 jours par semaine, ça ne marchera jamais. Mais il faut bien se dire qu'il y a une époque, il n'y a pas si longtemps, où les gens travaillaient 7 jours par semaine. Et puis, ils ont travaillé 6 jours par semaine. Et puis, ils ont travaillé 5 jours par semaine. Donc, on est en fait dans une forme d'évolution historique. Et si on pouvait nous réfléchir, certes pas à l'échelle uniquement de la Belgique, mais de manière européenne, voire globale, à essayer de poursuivre finalement ce plus grand équilibre entre vie professionnelle et vie privée, par exemple en diminuant le nombre d'heures de travail par semaine, en gardant évidemment un salaire identique, et ce pour finalement compenser peut-être des augmentations historiques de productivité qu'on a pu connaître, mais qui ne se sont pas traduites dans des hausses de salaire au cours des dernières années. D'autres exemples de sujets sur lesquels on travaille, on a une de nos collègues, Anne Lamblin, qui travaille sur les dossiers européens et internationaux. Il y a beaucoup de dossiers en cours, évidemment, que ce soit les traités commerciaux, Mercosur par exemple, ou la question des droits fondamentaux. On parle des Ouïghours, beaucoup en Chine pour le moment, où il est important qu'un parti socialiste qui a une volonté, en tout cas internationaliste, de se positionner également sur ces débats parce qu'ils influencent également les conditions de vie et les droits fondamentaux dans d'autres pays. Voilà. Eh bien, je suis en train de regarder si on a encore des questions qu'on n'a pas éventuellement traitées. Désolé, j'ai bougé le micro. Parce que je vois l'heure, il est déjà midi 8. Non, je pense qu'on a absolument... Ah non, il y a justement une question à l'instant qui nous vient. Je trouve que les valeurs du Parti socialiste sont super bien et humanistes, dit ta frangine. Je ne sais pas laquelle c'est, mais cependant, seriez-vous d'accord avec le fait que beaucoup de membres de ce parti
gagnent beaucoup trop pour le travail qu'ils émettent. Donc la question des salaires, est-ce que tu gagnes trop bien ta vie pour un socialiste? Ce que je dis est cru, mais votre parti est connu pour taxer plus fortement les riches, et pourtant de nombreux membres du parti gagnent plus que les gens en réelle difficulté. Désolé. Non, mais écoute, c'est bien d'avoir des questions qui sont, on pourrait considérer comme moins faciles. Bon, ces gens, forcément, si on a des salaires plus élevés, payent plus d'impôts parce que nous souhaitons on souhaite déjà une forme d'imposition progressive. C'est-à-dire que les gens qui gagnent des salaires les plus élevés payent souvent plus que les taux marginaux, 45-50% d'impôts. Donc forcément, ils gagnent des salaires plus élevés, ils contribuent plus à la société. Après, est-ce que les salaires sont trop élevés? Nous-mêmes, au niveau de l'administration publique et des entreprises publiques, on demande que les salaires des patrons soient limités, en gros, on pourrait le qualifier au salaire du Premier ministre. Après, en effet, ça reste beaucoup d'argent, c'est de mémoire 240 000 euros peut-être par an. C'est énorme par rapport au salaire médian, c'est certain, c'est plusieurs fois le salaire médian. C'est malgré tout beaucoup moins que ce qu'on peut gagner dans le secteur privé. Et donc il y a quand même des gens qui travaillent, que ce soit dans les partis politiques de manière générale, pas que le Parti socialiste, mais pour la chose publique, et qui acceptent en travaillant dans le secteur public, même s'ils ont des bons salaires, de gagner beaucoup moins que ce qu'ils gagneraient dans le secteur privé. Après, est-ce qu'il faudrait limiter tous les salaires à, je ne sais pas moi, 80, 100 ou 150 000 euros? À titre personnel, je ne pense pas, même si je peux comprendre que des salaires qui dépassent parfois pour un ministre, en effet, les 200 000 euros, peuvent paraître importants. Alors peut-être une question sur l'engagement des jeunes notamment, puisque c'est un point qui est parfois évoqué aussi. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, donc 2021, les jeunes non pas s'intéressent à la politique, mais s'engagent en politique? Ou est-ce que, quelque chose qu'on observe souvent aussi, que les jeunes s'engagent, certes, dans des questions, dans des causes, des mouvements de société, Black Lives Matter, le climat, etc., mais ne choisissent plus forcément les formations politiques comme organisation pour mener leur combat? Est-ce on est là aussi dans une sorte d'ubérisation des partis politiques avec des jeunes qui n'ont plus forcément ce goût du militantisme classique? Ouais. Une forme de choix à la carte un petit peu entre guillemets des partis en fonction de ce qui arrange plus ou moins les gens. Nous, en fait, Covid mis à part peut-être, parce qu'évidemment l'organisation du militantisme est très compliquée quand on est simplement par caméra et par vidéoconférence. On ne constate pas historiquement vraiment une baisse du militantisme chez les jeunes, notamment le mouvement des jeunes socialistes reste un mouvement actif chez nous, mais c'est clair qu'on voit des formes différentes de mobilisation, notamment autour des marches pour le climat, par exemple, auxquelles moi, j'ai participé, j'ai vu beaucoup d'autres militants socialistes ou d'autres partis qui se retrouvaient finalement dans des causes communes. Et le plus important, je pense, en effet, est de s'engager, et que ce soit à la limite, et je ne prêche pas forcément pour ma chapelle ici, mais pour une cause qui ne soit pas liée à un parti politique, mais de se participer au débat public et au débat commun. Je pense que c'est la meilleure manière finalement de lutter contre ce désintérêt ou ce rejet finalement des partis politiques, parce que de nouveau, ce rejet des partis politiques, il procède de la mise en case des gens. On imagine qu'il y a d'un côté les politiciens, d'un côté les gouvernants et les gouvernés. En réalité, ça appartient à chacun d'entre nous de vouloir participer à la chose publique via des associations, via éventuellement des partis politiques ou d'une toute autre manière. Il n'y a pas de nouveau ces cases, les gouvernants, les gouvernés, il y a un continuum. Et ici, en l'occurrence, je pense que vous faites partie d'un cycle d'études qui certainement veut s'engager notamment vers la communication et notamment la communication politique éventuellement et publique, ou de manière générale la communication d'entreprise. Ce sont des rôles où forcément on sort de sa propre case et on essaye d'aller vers les autres et de s'engager dans ce type de combat. Eh bien, je pense qu'on a... on va te laisser boire un dernier verre. Non, mais c'est normal. Donc, je suis enrhumé, c'est pour ça. Il est midi quart presque, donc on a dépassé quelque peu le timing. Mais donc, je pense qu'on a fait le tour. On ne fait jamais le tour, mais en tout cas, on a répondu à de nombreuses questions. Donc je voulais vraiment te remercier, quoique peut-être une toute dernière question, si tu as le temps. Ne pensez-vous pas qu'il y a un néo-progressisme à l'américaine qui domine de plus en plus l'idéologie des jeunes en Belgique? Donc ça, c'est le wokisme, c'est notamment. Est-ce que... alors là, il y a deux questions. On va peut-être d'abord traiter la première, parce qu'après, il y a une question sur les GAFA, donc... Ça fait beaucoup de choses, ouais. Mais est-ce que justement ce néo-progressisme à l'américaine, on a parlé tout à l'heure du mouvement Black Lives Matter, ouais. Il y a le combat intersectionnel, il y a les minorités, les LGBT,
est-ce que tout ça aujourd'hui doit être intégré? Est-ce que vous filtrez tout cela, vous l'intégrez dans vos réflexions, ou est-ce que ça peut éventuellement faire concurrence, comme on le voit notamment en France, où des socialistes à l'ancienne se retrouvent parfois critiqués par les mouvements plus jeunes, avec ces formes de wokisme ou de néoprogressisme un peu plus agressifs, qui n'ont pas toujours le sens de la nuance et qui n'ont pas ce regard parfois pragmatique aussi sur la vie politique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Oui, certainement, et c'est une source de débat interne évidemment, parce que je pense dans tous les partis politiques, il n'y a jamais une pensée unique qui est définie une fois pour toutes. Il y a des débats en fait permanents, en fait, qui aboutissent à des consensus qui sont après communiqués à l'extérieur, mais il y a des débats qui naissent sur tous ces dossiers-là, et en particulier par rapport à ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. On a quand même beaucoup suivi la campagne de Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, qui sont finalement des personnalités très intéressantes, qui proposent un nouveau modèle, en réalité plus proche au niveau américain du socialisme tel qu'on connaît chez nous, parce que finalement le Parti démocrate américain est plutôt un parti qu'on pourrait qualifier presque de centre-droit ici en Belgique, et donc finalement c'est intéressant de voir que sur des questions liées notamment aux soins de santé, et dans le cas de la crise Covid, comment ils poussent absolument pour faire basculer le système de soins de santé américain vers des systèmes plus proches des soins de santé européens, avec notamment des remboursements, des couvertures plus universelles au niveau des soins de santé. Il y a d'autres débats aussi sur la question de l'intersectionnalité notamment qui sont intéressants et qui continuent à vivre aussi en débat interne chez nous, parce que c'est vrai qu'on a historiquement, on disait, voilà, droit des LGBT par exemple, 2003, mariage, 2006, adoption, acquis déjà toute une série de choses, mais il reste des débats aujourd'hui sur la question des personnes transgenres, sur la question de l'adoption par les couples homosexuels par exemple, ou des mères porteuses, qui sont des sujets parfois un peu tabous en Belgique, sur lesquels des débats continuent à être en œuvre également en interne, et qui pourraient mener à des propositions concrètes dans les prochaines années. Pardon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'importer des combats qui sont parfois ancrés aussi dans une réalité américaine, hein? Donc on sait très bien, notamment le mouvement Black Lives Matter, etc., qui est lié à l'histoire des États-Unis. Est-ce que finalement le fait de retrouver ces mêmes combats, donc dans une forme de globalisation, comme on le voit, des causes, hein, est-ce qu'à terme, il n'y a pas non plus cette volonté d'aller chercher les thèmes qui aujourd'hui font l'actualité, mais qui dévient quelque peu du traitement de ces thèmes qui sont typiques, je dirais, de la Belgique, hein. Je pense notamment à la question du décolonialisme, par exemple, puisqu'on sait très bien que la Belgique a une histoire aussi de ce côté-là, mais qui n'est pas la même que celle des États-Unis et qui n'est pas la même de celle d'autres pays. Donc, est-ce qu'on n'a pas, il n'y a pas un danger pour vous en tant que Parti socialiste avec des valeurs qui tiennent compte des spécificités de la Belgique, de voir arriver ces combats idéologiques extérieurs à notre pays? Je pense que ces débats sur notamment la question de la colonisation doivent en effet être ancrés dans la réalité historique belge. Et la Belgique a connu une histoire compliquée en lien avec sa colonie, le Congo belge de l'époque, et des travaux très intéressants qui ont été faits, notamment par, j'oublie le nom de cet historien flamand, avec le livre Congo qu'il a publié il y a quelques années, qui participe à ce travail de mémoire important, avec ce débat notamment autour de Léopold II, par exemple, et sa figure, de la manière de mettre en perspective, ce qu'on peut considérer côté belge un peu comme étant encore la gloire du Congo, en effaçant complètement la réalité parfois sordide de ce qui a pu se passer sur place, et ce besoin aussi dans l'espace public belge, de remettre en perspective finalement ce qu'on a appris à l'école, hein, le Congo belge et le rôle de Léopold II, avec la réalité qui a été vécue par les populations, dont certains de leurs descendants vivent en Belgique aussi. Et donc il y a notamment un débat intéressant qui se passait pas si longtemps encore au niveau du musée de Tervuren par exemple, et la manière dont ils ont pu en effet mettre en perspective un héritage du passé, qui se retrouvait notamment dans l'architecture de ce bâtiment, avec finalement la réalité des vies vécues par les personnes au Congo à ce moment-là. Tout à fait. Mais donc en effet, pour dire, pas copier-coller des débats qui viendraient des États-Unis, on ne va pas faire un Black Lives Matter belge, mais en revanche, de dire voilà, c'est intéressant de suivre ça parce qu'il y a les débats sur l'évolution historique du racisme aux États-Unis peuvent nous inspirer, nous, sur la manière dont résoudre, entre guillemets, ces problèmes du passé qui ont encore des conséquences vivaces aujourd'hui dans la vie des gens. Et justement, Baptiste qui précise donc le livre Congo, une histoire de David Van Reybrouck, voilà, etc. Voilà, alors là, je pense qu'on va vraiment mettre un terme. Je vois effectivement que là, on a fait le tour. Donc, je pense que ça a été en tout cas une expérience intéressante pour moi aussi. Merci. Voilà, et extrêmement, en tout cas extrêmement riche. Donc, simplement pour donner 2-3 infos aux étudiants,
Ce qui vient de se dire ici, c'est-à-dire les échanges qu'on a eus, viennent bien sûr illustrer toute une série de points qui figurent dans vos notes de cours, hein, donc les concepts, la notion de parti politique, les différents niveaux de pouvoir que vous avez vus avec moi et avec également dans d'autres cours. Hein, donc tout cela vient bien sûr illustrer la matière. Ça va également vous aider peut-être à recontextualiser un petit peu les concepts qui parfois sont un petit peu froids, hein, pas toujours évidents à comprendre. Et notamment, je ferai un petit point au dernier cours sur l'examen. L'examen, comme vous le savez, c'est un examen qui portera sur l'ensemble de la matière. Vous avez bien sûr accès à cette matière, mais le but, c'est quand même de vous amener un petit peu de réflexion, un petit peu de fond sur tout ça, et puis le raccrocher à des débats contemporains. Donc, c'est l'idée. Donc, on ne va pas vous interroger sur tout ce qu'Amaury a dit aujourd'hui, puisque c'est un témoignage, mais l'idée, c'est de vous aider à comprendre un petit peu mieux la situation et la complexité du système politique belge. Donc si ça peut vous rassurer. Et la semaine prochaine, nous aurons donc un autre invité. Cette fois-ci, il ne sera pas juste assis à côté de moi, puisqu'il se trouve de l'autre côté de la Manche. Hein. C'est un professeur de l'université de Kent au Royaume-Uni, Charles Le Velaine, qui a écrit un livre sur les gilets jaunes, sur le phénomène des gilets jaunes. Et donc, on en a un petit peu parlé dans le cours, donc on va aborder ce point-là sur les mouvements, justement les mouvements politiques qui font aujourd'hui concurrence aussi parfois aux formations classiques et qui peuvent à terme, comme on l'a vu dans certains pays, se constituer en force politique réelle. Hein, le mouvement 5 étoiles en Italie par exemple, il y a beaucoup d'autres exemples. Donc on parlera de ça la semaine prochaine. Et puis dans 2 semaines, on aura Margot Deré, qui est déjà très active sur Twitch, et justement pour nous parler de la participation, les nouveaux modes de participation des citoyens. Donc, on aura peut-être aussi la participation d'un autre intervenant, Baptiste Budin, justement, qui travaille sur la participation au niveau local, donc dans les communes en Belgique. Voilà, donc merci beaucoup, vraiment, Amaury, pour ton temps et pour ces éclaircissements. Et surtout pour avoir osé venir pour cette première, puisque voilà. Et puis je voulais aussi remercier John Van Den Node et Paul Labo de l'IEX et Martine Gervais qui est assis là aussi, et qui sont les petites mains techniques qui ont fait en sorte que cette première fonctionne. Donc on va essayer de poursuivre ça, l'expérience. Et donc n'hésitez pas à revenir vers nous avec d'éventuelles remarques, des commentaires, des suggestions d'amélioration. On essaie d'intégrer tout ça pour la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup et bonne journée, et à la semaine prochaine. Et merci à Amaury. Merci à vous.